Bienvenue ici au séminaire du cœur de Jésus et de Marie. Notre ordre s'appelle la Compagnie de Marie. Notre uniforme, c'est le même que les Oblats de Marie de Saint-Antoine Marie Claret. C'est le même uniforme aussi que les prêtres dans le sud de l'Inde. Donc on reprend ces traditions. Et on est un peu des oblats, c'est une oblation que l'on prononce. Nos engagements sont les mêmes que ceux de la fraternité, dans le texte. Puis c'est le même esprit que les Oblats de Marie de Saint-Antoine Marie Claret. En fait, je ne suis pas venu aux Philippines, j'étais aux Philippines en 2012, quand la crise de la fraternité a éclaté. Et les fidèles locaux, comme j'étais assez vocal dans la position de non-retour à la paix avec l'Église officielle, tant que l'Église officielle ne s'est pas convertie, j'ai énoncé la position du chapitre 2006, la position de la fraternité antérieure, la position de Monseigneur Lefebvre, sur place ici aux Philippines. Et c'est à partir des Philippines que l'abbé Couture et Monseigneur Fellet m'ont expulsé la fraternité. Donc je suis simplement resté ici en Asie. J'y suis, j'y reste. Certains fidèles philippins, dont Ramsès, qui est là à côté, m'ont demandé de m'occuper d'eux et d'assurer la continuation de la position de Monseigneur Lefebvre. J'étais au prieuré de Notre-Dame des Victoires, à Manille, et c'est à partir de là que j'ai été jeté à la rue, après un été très chaud. Un été vraiment très chaud. Il n'y a pas de survie du catholicisme sans sacerdoce. Donc j'ai tout de suite démarré le séminaire à Manille. Le premier épisode de 2 ans à Manille a été très épique. On avait des vocations bizarres qui nous arrivaient. Et de fil en aiguille, on a fini par être appelé ici à Cebu par une famille. Qui nous a invités, nous installer ici. C'était du love at first sight. Donc dès que je suis arrivé ici, je me dis voilà, c'est l'endroit, c'est parfait ici. C'est un lieu qui est propice pour la prière et l'étude. Donc c'est exactement ce qu'il faut pour un séminaire. Un séminaire, c'est pas un prieuré. Un séminaire n'a pas besoin d'être à côté des transports, de tous les moyens de transport. C'est vrai qu'on est un peu perdu au milieu de la campagne, mais c'est un peu le but. Le bruit, la pollution, toutes les affres des cités qui sont mal gérées, ça on n'en a pas besoin. Et puis ici, on ne paye pas notre eau, on ne paye pas le loyer, il n'y a pas de taxes. On ne paye pas l'électricité non plus, puisque c'est des panneaux solaires. Le coût de fonctionnement du séminaire est vraiment au ras des pâquerettes. Donc ça coûte moins de 2 000 € par an, par séminariste. Mais bon, on a quand même perdu beaucoup d'argent, parce que tout ce qu'on avait construit a été rasé. Ce qui nous a coûté cher, c'était le super typhon. Voilà, donc après l'épisode de Manille, le séminaire a connu 3 phases. Donc la première phase, qui est en contrebas, il y avait un séminaire en forme de U, avec 2 tours. L'une, une grosse tour de 7 mètres de côté, et une autre tour de 5 mètres de côté, qui était le clocher de la chapelle. Et entre les deux, il y avait une cuisine et une salle à manger. Et puis des ailes, une aile en face pour les séminaristes et les prêtres. Et en contrebas, il y avait aussi un autre bâtiment en bambou, pour les camps, pour les activités extraordinaires de l'année. Donc tout ça a été balayé par un super typhon dont l'épicentre était à Karkar, juste quelques kilomètres au sud de Cebu. Donc on a été vraiment dans l'œil du super typhon. Et alors les montagnes, au lieu de casser le système, ont en fait canalisé les vents. Et donc on s'est pris des vents de 400 km/h ici, là, faisant le bruit d'un moteur d'avion à réaction. Imaginez. C'est impensable, la tonalité du vent à cette vitesse. Et miraculeusement, notre chapelle qui est à côté de l'aéroport a été épargnée, elle est restée debout. On l'avait renforcée en fer avant que le typhon arrive. Donc là, on a quand même gardé cette chapelle-là. La chapelle de Massine a été détruite, la chapelle de Gindulman à Bohol a été endommagée, et le séminaire de bambou, qui était très beau. Je garde une grande nostalgie pour le bambou. Vous voyez, au coucher du soleil, le bambou, c'est doré, c'est magnifique, il y a des reflets incroyables. Il y a une ventilation, parce que pour un bâtiment subtropical, il faut beaucoup de circulation d'air. Donc le bambou est confortable, était relativement peu cher, et sur le plan esthétique, c'était vraiment magnifique. C'était très monastique comme style, et avec des beaux lustres en coquillage, et un bel hôtel, belles statues. Donc on a beaucoup apprécié pendant 7 ans. C'est 7 ans de bonheur dans le bambou.
Donc on s'est retrouvé ruiné. Donc il restait cette partie de bâtiment qui était une ruine, qui était inachevée. Et la base de la tour en contrebas a permis de sauver 17 vies quand même, dont l'abbé de Junemark, qui a eu le temps de sauver le Saint-Sacrement, qui a eu le temps de sauver beaucoup de statues et puis les effets liturgiques surtout. Mais mes livres et surtout mes maquettes de bateaux ont beaucoup souffert. Oui. Et on a gardé la base de la tour qui est en béton armé. Donc ça c'est la base de la tour de bambou. Il y avait 5 étages là au-dessus. C'était une tour énorme de 7 mètres sur 7. Donc dans les archives, il y a les photos, vous pouvez voir ça. Et donc c'est là que pendant le super typhon, les 17 survivants sont allés se réfugier. Sinon, ils seraient morts d'hypothermie. Notre chat, lui, est resté fidèle à la réserve de nourriture de la cuisine. Il a été fidèle au poste. Donc il est mort d'hypothermie en fait. Parce que le vent est tellement puissant qu'il y a un effet d'hypothermie sur le corps. Et donc ils ont pu descendre et être complètement protégés de la furie de la nature. Et ça, c'est vous qui aviez construit? Donc on avait construit cette base, mais ça nous a coûté 2 millions de pesos, donc on n'en pouvait plus financièrement. Donc impossible de continuer. Donc là, vous avez les ébauches pour continuer, encore en solide. Mais ça, on ne peut pas faire ça pour le moment, on n'a pas les fonds. Il faut de l'hygiène, un minimum d'hygiène, pour pouvoir vivre. Donc on a des toilettes, des douches, on a ce qu'il faut là, en contrebas. Un groupe électrogène. Donc on a pu tout de suite continuer après la catastrophe. On a tout de suite pu continuer les cours, continuer le séminaire, mais en tant que séminaire bidonville. Le Slumdog Séminaire. Donc ça, c'était pendant 2 ans. Et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la fin de la période bidonville et on entre dans l'âge de fer. Donc c'est une architecture de fer. Vous voyez, dans le sanctuaire, on a essayé de démarrer en bois. On a pensé qu'on pouvait couper les cocotiers de la vallée. Mais il se trouve qu'il faut une quantité phénoménale de bois. Parce qu'un tronc de noix de coco ne donne qu'une seule poutre, malheureusement. On a terminé cette période de bambou. Et là, on est à mi-chemin, sorti de la période bidonville. Et là, on rentre dans l'âge de fer. Hein? Donc là, ils font les croix du chemin de croix. Le chemin de croix, là. Et puis là, on fabrique les briques. C'est beaucoup moins cher. Vous voyez, c'est beaucoup moins cher d'utiliser le sable du coin et de fabriquer nos propres briques. Et, on gagne par rapport au transport. Vous voyez, il n'y a pas de transport. Juste le transport du sable et du ciment. Et puis on gagne en budget. Et là, cette machine qui est très bien faite, qui vous fait des briques bien compactes, bien solides. Voilà. Des parpaings en fait. Des parpaings, oui. Comme un vrai gâteau, hein. Hop. Ce qu'on appelle la maturation du ciment. Hein, mais c'est une brique bien costaud. Hein. Ce que vous voulez peut-être voir en bas, c'est le lavoir. Tout ce qui est lavage et hygiène est concentré dans cette tour. Donc ça, c'est le lavoir. Là, le séminariste est bien installé. Donc il a son eau de rinçage et de lavage. Et là, ils aiment beaucoup frotter les Asiatiques. Ils aiment beaucoup frotter leur linge. Surtout l'abbé Junemark et l'abbé Elias. Ils frottent, ils brossent leur soutane qui devient complètement immaculée. J'ai pas du tout le même niveau, hein, ni la même patience. Et donc là, il y a 8, voilà, ça, il y a 8 places. On n'a pas l'électricité qu'il faut pour
pour avoir des machines à laver. Il faut beaucoup d'électricité pour une machine à laver. Donc on est... Vous êtes en panneau solaire, c'est ça? Voilà, on est en panneau solaire. Donc eh bien, on fait notre linge voilà, personnellement. Tout ça. Donc là, on récupère l'eau de pluie. Là, donc l'abbé de Junemarck a installé des gouttières sur tout le toit. Le toit de la chapelle est achevé. Il a installé des gouttières et on récupère l'eau de pluie. Ce matin, là, il a plu. Donc on a récupéré quand même un demi-mètre cube d'eau au total. Donc vous buvez l'eau de la source? On boit l'eau de la source qui est délicieuse. Et pas l'eau de la pluie? Non. On aura, je dirais, on aura 4 chambres là-haut, 4 chambres en bas, et peut-être d'autres chambres de l'autre côté. Donc 4 et 5, 9 chambres. Donc 4 plus 5, plus une pour moi, et puis 2 autres là. Donc il y aura 12 places. Ce qui est à peu près le besoin par rapport aux vocations qui rentrent et qui sortent. On était arrivé, avant la tempête, on était arrivé presque à autarcie sur le plan des légumes. C'est extraordinaire. Donc là, j'aimerais bien revenir à cet état. Et là, le frère Henri a beaucoup de succès avec les biquettes et les poulets et les poules, surtout avec les dindes. Les dindes qui sont extraordinaires parce qu'il faut vraiment les cajoler, il faut bien s'occuper d'elles quand elles sont très jeunes. Mais après ça, elles ne mangent que de l'herbe. Et on finit avec une grosse dinde qui vaut 500 pesos. Quand elle chante, tout le monde s'esclaffe. Donc là, il y avait un moment, je jouais du Charpentier sur mon ordinateur. Comme Charpentier, c'est un peu ronflant comme musique, le Tédéum et tout ça. Elles arrivent et puis elle s'était mise à chanter avec. Elles aiment beaucoup le Charpentier. Donc vous voyez en contrebas, on a les 2 fermes qui sont des fermes en fait plus grandes que ce qu'on avait avant. Donc on a plus d'animaux qu'avant. Et on a plus de séminaristes qu'avant aussi. Il y a un séminariste coréen qui est en formation chez Monseigneur Balini. Donc le covidiotisme a fait qu'il a pu se rendre en Irlande, il avait accès à l'Irlande, alors que les Philippines étaient encore fermées. Donc il a pu se rendre en Irlande et donc il continue ses études sous la houlette de Monseigneur Balini. Et donc, ça sera le prochain candidat ordonné au sacerdoce. Donc lui, il s'occupera du Japon, la Corée et de la Malaisie, essentiellement. Et puis, il complétera les cours de dogme et surtout, il s'occupera du chant. Les 3 autres séminaristes ne sont pas philippins. Donc, 2 d'entre eux sont de sang philippins, mais c'est des citoyens australiens. Parce que nos missions en Australie porte des fruits. Et enfin, le 3e, c'est un néo-zélandais, un kiwi, qui vient de Wanganui. On n'a pas de vocation philippine cette année. Outre cela, comme on n'est pas reconnu par le diocèse, on a des problèmes de visa, donc on n'est pas capable de faire venir les 2 séminaristes nigérians et le séminariste indien qu'on a là-bas en Inde. L'Inde qui a aussi 2 autres séminaristes supplémentaires, 2 pré-séminaristes. Donc il y a un des 3 pré-séminaristes qui a terminé son pré-séminaire et qui veut revenir à Cebu pour le moment et qui n'arrive pas à rentrer. Donc c'est 4 séminaristes en cours, plus 3 séminaristes possibles, plus 2 pré-séminaristes. Donc 4 plus 3 plus 2, ça fait 9 au total. Et combien de prêtres vous avez pu ordonner? Donc là, de ce séminaire, il y a 4 prêtres qui sont sortis de ce séminaire, puisque l'abbé Paul Rousseau est passé 1 an ici, mais je ne prends pas le crédit, c'est Monseigneur Faure qui doit prendre le crédit pour l'abbé Paul Rousseau. Mais l'abbé Paul Rousseau a quand même commencé son séminaire ici, il a reçu la soutane ici. Ça fait 3 Philippins et 1 Français qui sont passés par ce séminaire. Cebu a une centralité. Moi, je profite complètement de la centralité de Cebu. Donc ma stratégie repose sur la position centrale de Napoléon. Pendant la campagne de France de Napoléon, en 1814, c'est très célèbre, c'est l'une des plus belles campagnes de Napoléon. C'était sa position centrale pendant la campagne dans la vallée de la Marne et tout ça, où il a réussi à contenir 3 armées qui lui faisaient face. Donc il y avait 3 fois plus de gens qui lui faisaient face. Donc il a profité de la position centrale. Donc ce que je cherche, c'est de profiter justement de la position centrale. Et l'avantage d'une position centrale, c'est qu'on atteint bien la périphérie.
On atteint toutes les périphéries sans trop perdre de temps, puisqu'on a un accès direct. À partir de Cebu, on saute dans un avion, on est là où on veut aux Philippines, sans beaucoup de fatigue. Donc c'est ça l'avantage de la position centrale. En semaine, les cours sont donnés, je donne les cours. En fin de semaine, le vendredi ou le samedi, je pars en mission et je prends un séminariste. L'abbé June Mark prend un séminariste pour faire ses missions ce week-end et l'abbé Elias prend un séminariste pour faire ses missions. Donc ça fait partie de leur formation. Donc on forme les séminaristes sur le terrain. Donc dans le cours des 6 ans, ils passent les week-ends en mission avec le prêtre. Donc ils aident le prêtre, ils préparent l'autel, ils préparent les servants de messe, ils font toutes les préparations et ils observent la façon de faire du prêtre. De telle sorte que je n'ai pas besoin de leur donner des cours de pastoral, ils sont formés sur le terrain. Donc on voit qu'il y a un effet qui est formidable, c'est-à-dire dès qu'ils sont ordonnés, ils galopent tout de suite, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils ont passé 6 ans avec le prêtre dans les missions elles-mêmes, pendant les week-ends. Donc c'est l'une des grosses différences entre ce séminaire et puis les séminaires d'avant, qui sont de grosses boutiques à 5 étoiles, alors que là, c'est un peu plus spartiate et c'est un peu plus fatigant. Parce que, en fait, les séminaristes n'ont pas le temps de se reposer pendant le week-end. Et la semaine, c'est les cours. Et la semaine, c'est les cours, et ils ont tout un tas d'interros, de tests et tout ça, d'examens. Donc l'horaire est très chargé. Et là, comme la faculté a un peu augmenté, là, on voit qu'ils tirent la langue, là, que c'est dur. Voilà, donc le père Jean s'occupe du nord des Philippines, de l'île de Luzon. Et puis de temps en temps, il va en Malaisie, il va à Guindulman, à Bohol, ou Camiguin, où il a des amis. Le père Elias, qui vient d'être ordonné, lui, il s'occupe du centre-nord des Philippines. Donc ce qu'il y a en dessous de Luzon et ce qui est au-dessus de Cebu. Donc l'île de Iloilo, l'île de Panay, l'île de Negros, où ça marche très fort. Donc on a 4 missions qui ont été ouvertes au sud de l'île de Negros, à côté de Dumaguete. Après ça, il vient aider l'abbé June Mark pour les Visayas, c'est-à-dire pour Cebu, Bohol et tout ce qui est au centre de l'archipel, et pour Mindanao, un petit chouïa. Le 3e prêtre, c'est l'abbé June Mark. Alors c'est lui qui s'occupe de tout ce qui reste au sud. Donc le père Jean est tout au nord, le père Elias est plutôt au milieu, et le père June Mark est tout au sud. Donc il a une quantité phénoménale de groupes à gérer. Donc il est assisté de votre serviteur et du père Elias pour pouvoir couvrir avec des fréquences décentes tous ces centres de messe qui en général, en moyenne, ont la messe une fois par mois. Parce qu'à chaque fois qu'un prêtre est ordonné, on a de nouveaux groupes qui se manifestent. Moi-même personnellement aussi, je m'occupe pour encore 2 ans du Japon et de la Corée et un peu de la Malaisie. Et donc quand le père Andrew Kim, Deo Volante, sera ordonné prêtre, donc ce sera le père Andrew Kim qui prendra le contrôle des missions du Japon, de la Corée et de la Malaisie. Et moi, je resterai supérieur du district et puis je ferai la coordination entre les 5 prêtres. Côté féminin, on a une vocation féminine, mais avant de les envoyer en Inde pour passer le noviciat, j'attends d'avoir une 2e vocation philippine. Et là, on démarrera les sœurs oblates. Alors les oblates, on a acheté un terrain là-haut, en hauteur, et donc elles seraient installées au-dessus. Donc comme ça, elles auraient la messe tous les jours, et elles auraient en même temps leur clôture. Personne n'irait les embêter, puisqu'elles sont en hauteur. C'est pas des contemplatives, c'est des sœurs actives. Voilà, elles prient, et puis elles font beaucoup de catéchisme, elles enseignent, dirigent les écoles. Elles descendraient à la ville alors. Elles descendraient à la ville, oui. Et puis elles font l'apostolat, donc elles font tous les travaux de secrétariat et puis elles font grandir les missions. Donc c'est des sœurs missionnaires, oui. Et puis elles font ce qu'on n'a pas le temps de faire en tant que prêtre. Le catéchisme, le suivi, et surtout je pense qu'elles s'occuperont surtout des écoles. En semaine, pendant la journée, elles descendraient en contrebas ou à Buistan, où on a acheté un autre terrain pour une école. Qu'on a acheté le terrain. Mais le terrain, c'est rien. Le terrain, les bâtiments, c'est rien. C'est le staff qui compte. Et quand même, c'est une catastrophe, les écoles du gouvernement. Une catastrophe. On perd énormément de gamins qui deviennent homosexuels dans les écoles philippines. Parce qu'il y a une promotion ouverte de
du vice contre nature par le gouvernement philippin. Donc tous les gouvernements maçonniques se ressemblent. Hein. Donc ils font comme notre gouvernement de France et de Navarre. Donc on finit par être obligé d'avoir des écoles, ça c'est clair. Parce que c'est inacceptable hein, ce qui se produit dans les écoles. Donc tôt ou tard. Dans les campagnes ici. Ah oui, c'est ça partout, par la télévision, par les écoles, par les. Voilà, donc c'est une catastrophe. On espère qu'elles rempliront ce rôle, parce qu'on peut pas. On est trop occupé pour les missions. On a vraiment trop de missions. On a 40 groupes rien que sur les Philippines. Sur l'aspect tactique de ces missions aussi, il y a les fréquences. Donc la Corée reçoit la messe tous les mois, une fois par mois. Donc je leur donne le premier dimanche du mois en général. Et les grandes fêtes comme Noël et Pâques et l'Assomption. Le Japon, on a tellement peu de fidèles, on est tellement groupusculaire au Japon, ils sont visités qu'une fois tous les 3 mois, 4 fois par an. Donc j'espère que ça passera à la cadence mensuelle avec le nouvel l'abbé Andrew Kim d'ici 2 ans. Et que d'ici 2 ans, ça aura grandi. 3 ou 4 ou 5 fois par an aussi, je me rends en Malaisie. Je soutiens le père Elias dans son apostolat en Malaisie. Et les prêtres australiens, puisque maintenant la résistance à 4 prêtres en Australie, augmente les fréquences de messe en Malaisie, parce qu'on a une belle chapelle qui nous a été donnée clé en main par la fraternité Saint-Pédis, auquel nous sommes très, très reconnaissants. Grâce à eux, on a récupéré les fidèles originels de la chapelle de Malaisie. Ils ont ouvert les yeux, et puis ça s'est accumulé par rapport aussi à toutes les objections que les fidèles apportaient, puisque les fidèles suivaient ce qui se passait dans la fraternité. Et ils ont dit pourquoi vous avez mentionné en Wonder et tout ça, pourquoi est-ce que ceci, cela, pourquoi est-ce que vous demandez la permission au diocèse, etc. Le déclencheur a été la volonté de prise de contrôle totale. Et donc la chapelle s'est scindée, donc toute la partie des fidèles qui s'entend très bien avec le diocèse et qui va assez souvent à la messe progressiste en même temps qu'à la messe traditionnelle, qui est attachée à la messe traditionnelle par sensibilité. Donc tous ces gens-là, et ils sont très nombreux, ils sont 2 fois plus nombreux que nous, hein, sont restés dans la fraternité de Saint-Pédis. Et les fidèles du départ, de la position du départ, la position de Monseigneur Lefebvre, ont rejoint la résistance. Et la fraternité veut toujours devenir propriétaire. De même qu'ici, on n'est pas possesseurs légaux de ce territoire. Mais ce qui est bon, moi ça ne me dérange pas. Ça me rapproche un peu de mes amis capucins, puisque les capucins ne sont pas propriétaires non plus de leur couvent. Hein. Bon, on fait confiance aux fidèles. On fait confiance à la Providence un peu plus, quoi. Donc là, c'est une famille de Philippins ici, mais c'est le bazar. Il n'y a pas de cadastre, et donc maintenant, il y a une trentaine de propriétaires sur ce terrain. Et puis c'est aussi un terrain dont le propriétaire ultime est le gouvernement. Donc c'est un bazar complet, parce qu'on ne sait pas à qui appartient le gouvernement. Il n'y a pas de titre de propriété sur ce terrain. Ça m'arrange. Les relations avec la fraternité ici aux Philippines sont vraiment au minimum. Ils sont très vexés du fait qu'on les considère comme étant un peu libéraux sur les bords, et puis tous les petits aspects qui sont à objecter à notre avis pour la fraternité. Mais bon, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. On n'a pas la même position. Sur le plan humanitaire, on fait rien en fait, parce que ce qu'on fait, c'est on aide les familles par charité. Donc les gens qui sont dans le besoin, on les aide. Ceux qui se manifestent à nous. Mais c'est très difficile en fait de trouver les pauvres qui sont vraiment misérables. Hein. Donc on a surtout accès à eux par rapport aux autres familles qui sont pauvres aussi et qui nous permettent d'avoir accès à la vraie misère qui toujours se cache. Hein. Parce que les mendiants, vous voyez en passant, là, c'est des professionnels. Alors que la vraie misère qui se cache, et la misère réelle, et demande un travail en profondeur d'éradication. Hein. Donc on trouve ces familles-là, et puis on leur donne une maison. À Cebu, à côté du port, il y a des bidonvilles et tout ça.
il doit y avoir des mafias, c'est compliqué, quoi. Ça doit être très compliqué d'approcher ces gens-là. Voilà. Donc nous, on est tombé sur des gens qui étaient vraiment dans la misère et qui ont profité de l'aide des bienfaiteurs. Et puis un certain nombre de familles, quand même, ont fini par garder la foi ou bien par la retrouver par la tradition à cette occasion. Voilà. Mais je dirais qu'il y a 50% de pertes. 50% des familles qu'on a cherché à aider ne se manifestent plus à nous ou ne viennent plus à la messe. Voilà. Il faut tenir la position centrale de Monseigneur Lefebvre aussi, oui, qui est une bonne position, qui permet de mettre un terme à cette tragédie dans l'Église. Et puis, on voit bien que la grande nouvelle de l'année, ça a été ces 3 prêtres et Monseigneur Vigano et d'autres prêtres encore qui nous ont rejoints et qui font du bon travail de leur côté. Donc on espère que ça continuera à faire boule de neige.